Merci pour votre participation à ce webinaire. Donc, il va être consacré au web scraping, plus spécifiquement dans le secteur de l'analytique. Donc, je suis Vanny Merten de l'équipe Smalls Research. Donc, l'équipe, je change mon... Donc, l'équipe Smalls Research, notre fonction, on est donc une dizaine de chercheurs au sein de cette équipe de Smalls, c'est essentiellement d'introduire des nouvelles technologies auprès de nos membres. On fait ça au travers d'études, au travers de petits proof of concept, de tests et au travers du suivi du marché. On a chacun nos domaines de spécialité dans cette équipe. Pour ma part, je m'intéresse essentiellement à tout ce qui concerne l'analytique réseau, l'analytique géographique. Et dans ce cadre-là, je me suis également intéressé au web scraping. Mais donc, on a des spécialistes en sécurité, en question d'authentification, de NLP, enfin voilà, vous avez ici quelques exemples de ce qu'on fait au sein de cette équipe-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette présentation? Donc, je vais commencer par expliquer qu'est-ce que c'est le web scraping, citer deux exemples dans le secteur de LegalGov où le web scraping a ou est utilisé à l'heure actuelle. On va voir qu'il y a plusieurs façons de faire du web scraping. On va voir un exemple avec un framework en Python qui s'appelle Scrapy, et puis je montrerai un petit exemple académique, on va dire, dans lequel on a collecté grâce à Scrapy une liste de restaurants sur un site web bien connu de restaurants, et puis on a lié ces informations à de l'information qu'on avait dans une base de données. On va en fin de présentation brièvement évoquer des aspects juridiques. Donc, je suis pas juriste, c'est une présentation essentiellement technique, mais il est essentiel quand même de garder à l'esprit qu'il y a un certain nombre de contraintes théoriques quand on fait du web scraping. Bien, alors le web scraping, on peut définir ça comme étant un ensemble de techniques d'extraction de contenu sur des sites web au moyen de petits scripts ou de programmes très complexes dans le but d'une utilisation qui n'est pas l'objectif premier du site web, on va dire. Donc, on va extraire l'information et puis s'en servir par ailleurs. On parle de web crawling, de web scraping, de web harvesting. Je vais considérer tout ceci comme des homonymes. Et on suppose également qu'on n'a pas accès à des API dédiés qui nous permettraient de façon structurée et stable, entre guillemets, d'avoir accès à de l'information, API qu'on peut trouver sur Twitter, Facebook, Google Maps, etc. Une liste de restaurants, on peut très facilement obtenir ça sur Google Maps, avec l'API de Google Maps, en ayant un certain nombre d'informations. Alors le crawling, c'est évidemment quelque chose de fréquent, entre guillemets. Hein. Le plus gros crawler du monde, c'est bien évidemment Google, pardon, qui fait du web scraping sur à peu près tous les sites qu'on va trouver sur le monde pour agréger de l'information et en offrir un service. Alors le web scraping, c'est quelque chose qui se pratique assez fréquemment. Je vais citer ici deux exemples qui en font la publicité dans la presse. Il est plus que probable qu'il y a d'autres institutions qui utilisent aussi ces outils sans forcément faire la publicité, mais je parle ici en premier exemple le SPF Economy qui a publié tout un rapport là-dessus. Donc au SPF Economy, on utilise des scripts de web scraping pour permettre le calcul de l'index des prix à la consommation. Donc l'idée essentielle, c'est que la méthode traditionnelle pour faire ce calcul-là, c'est que des agents aillent dans des magasins, consultent des magazines pour noter le prix d'un certain nombre d'articles. Ils font encore ça, mais en parallèle à ça, ils ont mis en place des systèmes pour collecter automatiquement un grand nombre de prix sur des sites de vente en ligne, sur les sites de supermarchés, etc., qui leur permet de compléter, on va dire, d'affiner leur calcul du prix, de l'indice des prix à la consommation. Donc, vous avez l'URL du rapport ici. En français, il existe aussi en néerlandais. Le SPF Finance pratique aussi du web scraping. Donc,
On sait que des organismes d'économie partagée, comme Uber, Airbnb, etc., doivent transmettre leurs données au fisc. Mais donc, dans un article du VIF, ici, on a une interview des gens du SPF Finance qui disent que, au travers de scripts, donc des petits programmes développés par le SPF Finance lui-même, ils peuvent obtenir des données pertinentes sur ces sites web-là, Uber, Airbnb, Booking, tout ce genre de sites-là. Donc, c'est quelque chose qui est pratiqué assez fréquemment. Donc, le premier exemple ne pose pas tellement de questions questions sensibles. Le SPF Economy collecter des prix d'articles, des prix de DVD, etc., c'est évidemment pas sensible. L'exemple du SPF Finance est un peu plus, il faut cadrer ça un peu plus, évidemment, parce que là, on va collecter des données qui sont un peu plus des données personnelles ou voilà, des données qui sont plus sujets au GDPR et ce genre de choses-là. On y reviendra en fin de présentation. Alors, je l'ai dit en introduction, on fait du web scraping pour s'en servir. En soi, ça ne sert à rien de collecter de l'information. Pour collecter de l'information, il faut en faire quelque chose. Donc, ce qu'on fait typiquement quand on veut collecter de l'information avec du web scraping, c'est d'essayer de faire le lien avec les informations qu'on a en interne, entre guillemets. Donc, par exemple, je vais reprendre ce POC tout au long de ma présentation. Supposons qu'on veut obtenir une liste de restaurants. Je prends cet exemple-là parce que finalement, c'est un exemple qui concerne assez bien, enfin, plusieurs de nos membres, hein, l'AFSCA, Intérieur au Restaurant, l'ONSS, le fisc, la police, enfin, il y a beaucoup d'institutions qui s'intéressent au restaurant, donc ça me semblait un exemple parlant. Donc, mettons qu'on va sur le site resto.be et on veut de façon automatisée collecter tous les restaurants qui sont situés, par exemple, sur la région de Bruxelles-Capitale. Avec du web scraping, on va pouvoir, à partir du site web, extraire une base de données, un tableau structuré avec des C'est autre informations. chose. Avec, oui, oui, donc un tableau structuré avec des informations comme le nom du restaurant, l'adresse du restaurant, etc. Donc ça, c'est déjà une première information, mais ce qui va surtout être intéressant, c'est donc ceci peut se faire à travers d'outils comme Scrapy ou Selenium, on y reviendra juste après. Et donc, ces informations-là, typiquement, ce qu'on va essayer, c'est de les mapper, on va dire, à des informations. Donc, je prends par exemple, pour la suite, l'exemple de la KBO, ce sont des données qui sont disponibles en open data. L'idée, c'est qu'on va essayer d'extraire une liste comparable d'informations. Donc, on peut de la KBO extraire toutes les, tous les restaurants d'une région en particulier, avec également un nom, une adresse. Et puis la partie finalement la plus technique, la plus difficile va être de lier les uns aux autres et donc se rendre compte que ce chez Léon rue des Bouchers correspond au restaurant chez Léon qui est rue des Bouchers 18 de l'autre côté, etc. Et peut-être de se rendre compte qu'un restaurant qu'on trouve sur le site resto.be, on ne parvient pas à le trouver dans notre base de données euh, à laquelle on essaie de le lier. Donc ceci, c'est la partie entity linking. On parle aussi parfois de matching, donc qui consiste à lier des entités qu'on trouve dans deux tables. C'est un travail qui n'est pas spécifique au web scraping. Dès que vous recevez finalement une liste, une sorte de base de données qui est similaire à une de vos bases de données avec le même genre d'informations mais présentée un peu différemment, vous pouvez être amené à faire de l'entity linking. Alors, en fonction de la nature du site web, on va être amené à utiliser des technologies, des outils très différents. Et principalement, on pourrait séparer du point de vue du web scraping, en tout cas les sites web en deux grandes catégories, ce que j'appellerais ici les sites web HTML oriented et les sites web JavaScript oriented. Donc dans les sites web HTML oriented, je vais un tout petit peu détailler après. L'idée, c'est que tout le contenu qui nous intéresse se trouve dans le code HTML de la page web, donc dans le code de base, entre guillemets statique de la page web, alors que dans les sites JavaScript oriented, le contenu est généré à la volée par du JavaScript. Ça va compliquer de façon assez considérable le web scraping. Je mets en parallèle à ceci la possibilité d'utiliser des API. Dans la mesure du possible, quand on peut utiliser des API, c'est évidemment plus
les utiliser que de, entre guillemets, s'amuser à faire du web scraping. Ici, je vais me concentrer essentiellement sur la première approche. Donc, pour entrer un petit peu plus dans les détails, qu'est-ce qu'on va appeler un site web HTML oriented? Donc, vous savez sans doute que une page web, c'est essentiellement une page web principale dans laquelle il y a plein d'informations et puis il y a un certain nombre de choses annexes. Par exemple, une feuille de style, c'est un autre fichier. L'ensemble des JavaScript, c'est souvent un autre fichier. Les images, c'est souvent un autre fichier, etc. Mais dans ce cas-ci, ce qui va m'intéresser d'extraire comme contenu, ça se trouve directement dans cette page-là et je ne vais pas avoir besoin de charger tout le reste des JavaScript, les feuilles de style, etc. Donc, en termes de web scraping, tout ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la page principale, ce qui va permettre d'être très efficace dans le sens où, si on utilise un outil adéquat, on ne va pas devoir aller charger toutes les pages annexes, les feuilles de style, les images, etc. Donc, c'est plus efficace pour le web scraper, entre guillemets, c'est aussi moins lourd pour le site web sur lequel on va collecter de l'information, puisqu'on ne va pas devoir récupérer des informations, enfin d'autres informations. Mais d'un autre côté, ça rend évidemment le scraping plus détectable, puisque ce n'est pas un comportement normal pour un utilisateur avec son browser de charger que la page principale et pas les pages annexes. Les sur lesquels on va revenir plus tard, c'est Scrapy, donc c'est un peu le leader du marché open source des frameworks pour faire du web scraping, c'est en Python. Donc, si je reprends mon site web resto.be, si je vais aller regarder le code source avec mon navigateur, je peux aller lire directement de l'information qui m'intéresse, comme ici un exemple, le nom du restaurant Bangalore qui se situe à Oudergame. J'ai par ailleurs aussi l'URL de la page qui décrira plus en détail le restaurant. Donc, avec mon script de web scraping, je vais pouvoir ensuite aller ouvrir cette page-là et explorer les différents éléments qui vont m'intéresser, comme l'adresse complète, éventuellement des scores, des reviews, des numéros de téléphone, etc. Alors, pour les approches JavaScript oriented, donc on a quelque chose d'un peu plus compliqué d'un point de vue web scraping. L'idée, c'est que le code HTML de la page de base ne contient typiquement pas de contenu, pas ou peu de contenu, disons ici, c'est un peu simplifié à l'extrême, disons, mais c'est du code JavaScript qui, à l'exécution, au moment du chargement, au travers d'un moteur JavaScript, va compléter le code HTML pour avoir, disons, un code dynamique qui, lui, va être rendu par votre browser. Ce qui fait que pour pouvoir connaître le contenu de la page web, on a réellement besoin d'exécuter le JavaScript. Donc, quelque part, on doit simuler le comportement d'un utilisateur. Donc, ça va ressembler à du Robotic Process Automation. On va devoir faire ça avec un browser, typiquement, puisqu'un browser, c'est vraiment ce qui permet d'interpréter le JavaScript. On peut éventuellement le faire sans afficher réellement le browser avec les outils adéquats. On parle de mode headless, mais ça demande clairement beaucoup plus de temps et de ressources puisqu'il faut vraiment charger toute la page, les exécuter, etc. Et on a la grosse difficulté qu'il est très souvent difficile de se rendre compte qu'une page est chargée complètement et terminée. Vous avez beaucoup de sites web pour lesquels, au fur et à mesure que vous scrollez, que vous descendez vers le bas, la page va continue à se charger. Donc, souvent, c'est difficile de se rendre compte qu'on est vraiment arrivé au bout. Vous avez ici donc Selenium qui est un exemple de framework qui permet de faire ceci. Je vais me contenter de Scrapy dans cette présentation-ci. Alors, Scrapy, donc c'est un framework donc en Python pour faire du web scraping. Ce qu'on va devoir fournir à Scrapy, c'est principalement deux choses. Donc, ce qu'on appelle un parseur, donc c'est une fonction écrite en Python et un parseur qui typiquement sera différent par page, par type de page, ainsi qu'une adresse ou une liste d'adresses qui vont être analysées par le parseur. Le framework va se charger de la grande partie, finalement la plus difficile, c'est-à-dire scheduler le chargement des pages, éviter de charger plusieurs fois une page qu'on aurait déjà rencontrée au préalable, gérer le parsing proprement dit du code HTML. Donc, dans votre parseur, vous recevrez déjà un objet structuré
C'est également hautement paramétrable. Vous allez pouvoir adapter le débit maximal, le nombre de threads, le délai entre deux chargements, dire si oui ou non vous voulez respecter quelque part la demande du site web. Et également gérer des proxys, donc c'est assez classique, entre guillemets, pour pas se faire détecter, d'utiliser plusieurs proxys et changer de proxy en cours de route entre les pages pour qu'il soit difficile pour le site web de se rendre compte qu'il est en train de se faire scraper. Donc, ce parseur, donc c'est une fonction de type générateur. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un générateur en Python, c'est une fonction qui va générer une liste. On peut dire ça simplement, mais simplement ça va pas gérer une liste d'un coup, ça va la générer au fur et à mesure que les éléments vont être lus. Typiquement, mon parseur de Scrapy va pouvoir générer deux types de choses, soit les données que vous voulez collecter. Donc, par exemple, le nom du restaurant, l'adresse, etc., dans mon exemple ici. Mais donc, typiquement, ça va être une ligne du tableau final que l'on veut produire. Plus généralement, on va en gros retourner un dictionnaire qui va correspondre à une entrée dans la liste. Mais également, le parseur peut retourner une URL pour dire ben voilà, j'ai extrait de l'information qui m'intéresse sur cette page-là, mais par la suite, je rencontre une URL que je veux également traiter. Alors, pour rentrer un tout petit peu plus dans des détails techniques, on va dire. Donc ici, je vous montre un exemple d'une page web qui est une page web, comment dire, du tutoriel de Scrapy, qui consiste simplement à lister un certain nombre de citations avec un texte des auteurs, des tags et ce genre de choses-là. Donc le code HTML de ceci va ressembler à ceci. Il n'est pas forcément nécessaire de le comprendre dans les détails, mais donc en gros, vous avez la citation proprement dite ici qu'on va retrouver dans un bloc de type span dans le code source. Vous avez l'auteur ici qu'on va retrouver dans un bloc de type small ici, etc. Alors, je reprends mon code source ici. Donc, je vous montre un tout petit exemple d'une fonction qu'il faudra écrire pour extraire la liste des citations ici, la liste des citations plus les auteurs. Je dois simplement fournir une fonction qui est décrite comme ceci. Sans rentrer dans les détails, ma boucle ici, mon for ici me dit je vais parcourir l'ensemble des blocs div de classe quote, donc l'ensemble des blocs div de classe quote. Et pour chacun de ces divs, chacun de ces blocs, je veux extraire, alors on a deux protocoles, on va dire ici, CSS ou XPath, qui sont deux façons d'exprimer qu'est-ce qu'on veut exactement extraire. Donc par exemple ici, dans le premier, on dit qu'on veut, dans mon bloc div ici, extraire un tag de type span, donc span ici, de classe texte, et je veux extraire le texte de ceci. Et donc ça me permet de générer le texte, pardon. Je rencontre par ailleurs dans la page une URL qui est la page suivante. Je précise à mon parseur, donc je décris ici où se trouve exactement l'URL, et je précise à mon parseur que je veux, par la suite, je dis à mon scheduler, entre guillemets, quand tu as le temps, prends cette page-là et parse-la avec le même code qu'on a ici. Okay. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose à écrire pour quelqu'un qui a l'habitude d'écrire en Python et qui est un petit peu familier avec du code HTML. Ce n'est vraiment pas grand-chose à écrire. Oui, parce que je vous ai mis... voilà. Alors, la principale difficulté, finalement, ça va être souvent d'identifier les tags où se trouvent exactement les éléments qu'on veut trouver. Il y a deux difficultés. Première difficulté, que c'est souvent très bas dans l'arborescence, donc il faut descendre assez bas. Et deuxième difficulté, c'est que c'est assez souvent difficile à rendre générique. Donc par générique, j'entends de pouvoir identifier un tag qui va bien matcher l'ensemble des blocs que je veux récupérer. Alors, je vais changer d'écran pour vous montrer
deux façons de résoudre ce problème-là, soit avec Chrome Developer Tool, soit avec une extension. Je vais alors, est-ce que on voit bien mon browser ici? Oui, C'est continue. parfait. OK. Donc, c'est la même page qu'on avait tout à l'heure. Donc, ici, j'ai activé mon Chrome Developer Tools. Je pense que je peux un petit peu agrandir ça, on verra sans doute mieux. Ah, oups, ça c'est un peu trop. Donc, avec le Chrome Developer Tool, vous pouvez toujours... donc, Chrome Developer Tool, vous le trouvez ici dans Chrome, donc More Tools. Vous avez une petite icône ici qui est Inspect. Et donc, vous pouvez cliquer sur une zone ici, donc par exemple la citation. Elle va se sélectionner ici. Et ce que vous pouvez faire, c'est en cliquant avec le bouton de droite sur donc le code, le span qui m'intéresse ici, on va pouvoir copier, par exemple, le XPath. Donc si je copie le XPath, je peux par exemple le coller ici pour le voir, ça va en gros me donner ce que je vais devoir écrire dans mon code Scrypy pour identifier exactement ce bloc-là. Alors parfois, il faut un peu chipoter pour préciser, pour le rendre plus générique, mais en tout cas, vous l'avez facilement. Et donc, on peut aussi copier le selector, et donc ça, c'est l'autre protocole, entre guillemets, qui décrit d'une autre façon la même chose. Alors, une autre façon de faire ceci, c'est d'utiliser une extension de Chrome qui s'appelle webscraper.io. Donc, c'est une extension où, quand vous l'avez installée, ça apparaît ça apparaît dans le Chrome Developer Tool. Donc, pour ceci, c'est en fait une extension qui permet vraiment de faire tout le travail de web scraping, même sans écrire une ligne de code. Simplement, c'est assez limité dans ce que ça peut faire. Et donc, mais c'est souvent un bon premier outil, on va dire. Donc, on va commencer par créer ce qu'on appelle un sitemap, donc on va dire un projet web scraper. Je vais l'appeler test ici et je vais lui donner l'URL ici et je crée un sitemap. Dans ce sitemap-là, je vais rajouter un sélecteur. Je rétrécis un petit peu pour qu'on voit mieux quand même. Et donc, ce sélecteur me permet de sélectionner le bloc qui m'intéresse. Donc, je vais commencer par sélectionner, par exemple, la citation. Et donc là, pour le moment, il m'a mis en rouge une seule citation. Mais si je veux pouvoir identifier toutes les citations, je vais cliquer sur une deuxième citation et lui, automatiquement, il va essayer d'identifier qu'est-ce qui est commun aux deux blocs que je viens de sélectionner et quels sont tous les autres blocs qui correspondent à ceci. Donc, automatiquement, il m'a mis en rouge toutes les autres citations qui ont la même forme ici. Et donc, la forme que vous avez ici, c'est ce que mon outil ici a identifié comme étant l'identification de ce qu'on veut prendre ici. Donc, je peux faire un done ici, j'appellerai ça text, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de cet outil-là. Il est très facile à utiliser. Il y a quelques tutoriaux pour y arriver. Et donc, de nouveau, là, vous n'avez pas eu besoin de creuser vraiment dans le code HTML, simplement avec deux, trois à identifier ce que vous devez mettre dans votre code pour identifier le bloc. Je reviens sur mes slides. OK. Alors, petit exemple concret maintenant. Donc, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc, je vais sur le site de resto.be. Bon, on a fait aussi l'exercice avec Deliveroo, TripAdvisor, etc. Tout cela marche très bien. C'est entre guillemets assez facile à faire. On va collecter une liste de restaurants sur la région de Bruxelles ici, et puis on va essayer de lier aux informations qui sont disponibles dans la KBO en open data. Donc, ce que j'ai collecté pour chaque restaurant, c'est le nom et l'adresse de l'entreprise, du restaurant, un numéro de téléphone,
on a constaté qu'on avait quasiment que des numéros des 02, donc pas des numéros de GM qui auraient pu être un peu plus embêtants en termes de vie privée, on va dire, ainsi que le nombre de visites ou de commentaires. On n'a à aucun moment collecté les commentaires eux-mêmes, ni les noms des auteurs des commentaires. On a essayé dans la mesure du possible de ne collecter aucune information personnelle. Après, qu'est-ce que c'est une information personnelle? Voilà, il y a eu un certain nombre de discussions, tout le monde, enfin, j'ai eu des avis assez divergents, mais enfin, voilà, pour le POC ici, on s'est contenté de ça. On n'a en tout cas pas de nom vraiment identifiable de personnes. Sur resto.be ici, sur Bruxelles, on a pu collecter les références de 1500 restaurants. Et je vais parcourir ce code tout à fait en détail, mais c'est simplement pour vous montrer la simplicité, entre guillemets. Donc, je commence simplement par quelque part fournir l'URL de base, qui me permet l'URL de la page sur laquelle se trouve la liste des restaurants donc sur la liste des restaurants de Bruxelles. Et ensuite, j'ai défini deux parseurs. Un parseur qui va parser la liste des restaurants et puis un parseur qui va parser la page d'un restaurant. Donc ce premier parseur ici va simplement identifier les URL les URL spécifiques de chaque restaurant. Et donc, voilà, je rentre pas dans les détails, mais ceci me permet d'identifier les URL. Et puis, je vais spécifier à Scrapy que pour la suite, il doit, pour ces URL-là, appliquer mon deuxième parseur qui est sur la page suivante. Puis, je vais ensuite regarder, est-ce qu'il y a une page next page suivante? Si c'est le cas, je vais sur la page suivante réappliquer le même parseur. Et donc, sur ma page spécifique au resto, j'ai identifié où se trouvait le nom du restaurant, où se trouvait sa rue, où se trouvait son numéro. Et une fois que j'ai identifié tout ça, je génère une entrée dans ma table avec les informations du restaurant. Alors ça, c'est pour les données qu'on a extraites du site web resto.be. On va de façon entre guillemets similaire, donc sans web scraping évidemment, mais on va extraire une liste similaire dans la KBO dans laquelle on va extraire les noms des restaurants et éventuellement les différentes variantes, dénomination commerciale, dénomination légale, etc. Les numéros de téléphone et les adresses, donc des adresses techniquement, enfin de toutes les unités techniques d'exploitation, donc toutes les adresses d'une même entreprise, en ne regardant que les entreprises qui ont un code NACE 5 ou en dessous, c'est-à-dire en gros le secteur Horeca, pour des adresses dans Bruxelles, ce qui m'a donné à peu près 400 000 lignes pour 140 000 entreprises. Dans un monde idéal, il faudrait pouvoir comparer chacune de mes 1500 entrées dans ce que j'ai collecté à resto.be à chacune de mes 410 000 lignes de la KBO. C'est évidemment pas possible d'un point de vue performance. Donc, typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pratiquer une technique qui s'appelle le keying, qui consiste à faire des blocs et ne comparer que des choses qui ont des bonnes chances d'être suffisamment comparables. Je ne rentre pas dans les détails, mais on va utiliser des algorithmes phonétiques comme le métaphone, le soundext sur le nom, sur l'adresse pour limiter les comparaisons qu'on va devoir faire. Et donc pour chaque comparaison, donc un record de resto.be avec un record de la KBO, je vais attribuer un certain nombre de flags, on va dire, des flags pour la dénomination, des flags pour l'adresse et des flags pour le téléphone. Je vais attribuer à une comparaison le flag name si le nom d'un côté, le nom dans resto.be est exactement le même nom que celui dans KBO, donc exactement en ayant quand même une petite souplesse par rapport aux accents, aux majuscules, etc. Donc par exemple, Domino Pizza en majuscule ou Domino Pizza en minuscule serait la même chose. Je vais attribuer le flag finger dans le cas où ce qu'on appelle le fingerprint est égal. Donc le fingerprint, en gros, c'est la liste des mots sans tenir compte de l'ordre des mots. On aura également enlevé tout ce qui est petits mots comme le, la, etc. Et à ce moment-là, donc par exemple Domino Pizza ou Pizza Domino, ce sera la même chose. J'ai attribué le label tilde name dans le cas où les deux chaînes de caractères sont similaires mais pas exactement égales en utilisant l'algorithme de similarité de Jarrow-Winkler ici.
qui est similaire à l'Evenstein pour ceux qui connaissent. Enfin, c'est une autre méthode que l'Evenstein. Donc, par exemple, Domino Pizza et Domino Pizzas, ou bien Tilted Name si on est un peu moins proche. Donc, par exemple, Dominique Pizzeria, ça se ressemble, mais c'est pas tout à fait la même chose. Je vais faire le même genre de comparaison pour l'adresse. Donc, Zip Street Name, on a trouvé exactement la même adresse dans les deux records. Zip Street, on a trouvé le code postal et la rue, mais pas le numéro, etc. Et je fais également des comparaisons sur base des distances géographiques entre les deux adresses parce qu'il est assez fréquent que la porte, disons que l'entrée commerciale du restaurant ne soit pas dans la même rue que l'entrée on va dire des cuisines ou des bureaux, ce qui fait qu'on n'a pas la même adresse dans la KBO que sur resto.be, mais par contre, il n'y a que quelques mètres entre les deux, par exemple, c'est sur un coin de rue. Une fois qu'on a toutes ces combinaisons-là, il va falloir définir, donc ça c'est quelque chose qui doit être fait d'une certaine façon avec le business, qu'est-ce qu'on va considérer comme un match, qu'est-ce qu'on va considérer comme des cas suspicieux qu'il faudrait approfondir et qu'est-ce qu'on va considérer comme pas de match du tout. Donc par exemple, si j'ai trouvé dans la KBO le même nom, le même numéro de téléphone ou le même nom dans la même rue ou un nom similaire avec exactement l'adresse, mettons, ça c'est un match. Si je trouve un nom proche dans la même rue, je vais considérer ça comme suspicieux. Et si je ne trouve par exemple un autre commerce exactement la même adresse, mais le nom n'a rien à voir, ou bien un même nom, mais pas du tout la même adresse, je vais mettre ça dans le match, ou bien le reste, je n'ai rien trouvé du tout. Pour l'exemple ici avec resto.be, sur l'exemple de Bruxelles ici, les 1500 records, à peu près 72%, on les a trouvés de façon exacte dans la KBO. Une dizaine de pourcents sont des cas un peu suspicieux ou qui nécessitent un peu une analyse humaine, entre guillemets. Et dans ces suspicieux, je dirais qu'à peu près la moitié, à l'œil humain, on voit que c'est la bonne information qu'on a trouvée et l'autre moitié, ce n'est pas la bonne information. Puis j'ai encore 18%, on a fait aussi l'exercice en utilisant l'API de OpenStreetMap pour collecter tous les restaurants pour voir si on avait des choses très différentes. Et au final, on n'a pas des très très grandes différences par rapport au scraping. C'est un petit peu mieux, mais pas forcément beaucoup mieux. Donc si on détaille un tout petit peu, dans 44%, on a vraiment trouvé le même nom, exactement la même adresse. Et dans les no match, dans 11% des cas, on a trouvé un autre commerce, mais qui n'avait pas du tout le même nom. Et dans 4%, on a trouvé un nom proche, mais pas à la même adresse. Alors, typiquement, ça, c'est le genre de listing qu'on peut fournir à disons qu'un service qui aurait besoin d'étudier les restaurants. Et donc, par exemple, j'ai l'atelier en ville qui se trouve rue Haute-64. Donc ça, les colonnes ici sont les informations qu'on trouve dans resto.be. Et les colonnes ici, à droite, ce sont les informations qu'on trouve dans la KBO. Donc, l'atelier en ville, rue Haute-64, j'ai trouvé dans la KBO un commerce qui s'appelle l'atelier en ville. Ça s'appelle Atelier en ville qui se trouve rue Haute-64 et j'ai trouvé une autre variante, l'atelier en ville rue Haute-64. Donc tout ça, je vais considérer ça comme un match, entre guillemets. J'ai également l'auberge des Mailleurs by la Finca SPRL, Parvis Saint-Pierre, etc. J'ai trouvé l'auberge des Mailleurs à la même adresse. Donc c'est proche, quelque part. C'est exactement la même adresse, mais en termes de proximité de chaîne de caractères, c'est finalement assez différent. Mais comme c'est exactement la même adresse, ici, on considère que c'est un match. Et puis voilà, j'ai des cas, par exemple, ici, que j'ai trouvé, je n'ai absolument rien trouvé qui ressemblait à ça, ni à la même adresse, ni avec le même nom dans la KBO. Et puis j'ai d'autres exemples ici où on a trouvé des entreprises avec le même nom, mais pas du tout à la même adresse, ou bien des entreprises à la même adresse, mais avec un nom qui n'a rien à voir. Voilà. Donc après, tout ça, c'est pour comment dire, un service qui s'intéresse à ça. Il y a vraiment maintenant un travail à faire pour voir est-ce qu'on a défini les bons critères, est-ce qu'il faut éventuellement enrichir avec d'autres informations, etc. Voilà. Alors, avant de conclure, quelques petits aspects juridiques. Donc, d'abord, je ne suis pas un juriste, donc pas du tout spécialiste de ces questions-là, mais je voulais quand même, je ne pouvais pas faire cette présentation sans dire qu'il y avait évidemment un certain nombre de questions très sensibles si on veut faire ce genre d'exercice-là.
Première chose, de façon générale, la plupart des sites web ont dans leurs conditions générales d'utilisation, leurs termes légaux, etc., une phrase qui dit, par exemple pour resto.be, le contenu est protégé, etc., donc qui interdit toute extraction ou réutilisation de ce contenu. Donc là, très clairement, pour l'exercice que j'ai fait là, on n'a pas respecté les conditions générales d'utilisation. Alors, est-ce que c'est un problème ou pas? Je lis dans différents articles sur différentes conditions, enfin, sur différentes rapports de jurisprudence, etc., que certains considèrent que c'est un problème, d'autres que non. Pour certains, tant qu'on n'a pas explicitement dit j'accepte les conditions, par exemple en créant un compte sur la plateforme, on n'est pas soumis aux conditions générales d'utilisation. Donc ça semble être la jurisprudence aux États-Unis, mais il semblerait qu'en France, il y ait également des procès qui ont été gagnés dans ce sens-là. Et il y a d'autres personnes qui estiment plutôt que dès qu'on navigue sur un site web, implicitement, on accepte les conditions générales d'utilisation. On trouve aussi pas mal d'articles sur des sites un peu légaux, entre guillemets, qui disent que pour l'essentiel, c'est l'utilisation qui a été condamnée et pas le scraping. Donc, il y a eu, par exemple, plusieurs procès où des agrégateurs de billets d'avion, par exemple, qui collectaient des informations sur différents vendeurs de billets d'avion pour les comparer, donc font du scraping et puis ils agrègent le contenu, ont été condamnés pour avoir mis à disposition de l'information, mais pas pour avoir fait le scraping proprement dit. Donc, par ailleurs, on trouve également qu'il y a des distinctions à faire entre le droit pénal qui condamne le fait de s'introduire frauduleusement sur une plateforme, on va dire, et le droit de la propriété intellectuelle qui va plutôt condamner l'utilisation. Alors évidemment, il y a les questions GDPR. Est-ce qu'on respecte le GDPR? Est-ce qu'on a des données personnelles? Et est-ce que mon client en est exempt ou pas? Donc, il est évident qu'une société commerciale ne peut pas faire la même chose que ce que peut faire la police, par exemple, ou ce genre de services-là qui ont des règles spécifiques par rapport, comment dire, des dérogations, disons, spécifiques par rapport au GDPR. Voilà, c'est juste quelques pistes. Je n'ai pas, comment dire, de position par rapport à tous ces aspects-là parce que je ne suis pas du tout un spécialiste. Mais clairement, tout organisme qui voudrait faire du web scraping devrait d'abord consulter ces juristes pour voir dans quel cas, est-ce que ça peut être fait, dans quel cadre, qu'est-ce qu'on peut collecter, qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce qu'on peut envoyer un inspecteur sur le terrain suite à des données qui ont été collectées par du web scraping. Voilà. Je ne réponds pas à ces questions-là, c'est le rôle des juristes. Alors, pour conclure, en termes de technique, finalement, c'est assez facile à faire. De très grands experts, que ce soit en programmation ou en HTML. Il n'y a pas beaucoup de moyens qui sont nécessaires. Clairement, ça demande pas mal de bricolage, puisqu'il faut un peu aller chipoter dans le code source pour comprendre ce qu'il en est. C'est essentiellement vrai pour les sites web JavaScript oriented, où il faut également gérer tout ce qui est du ligne de chargement, etc. On a très clairement un problème de pérennité. Vous n'avez aucune garantie qu'un site web continue à vous fournir le code source de la même façon d'une semaine à l'autre. Quand vous appelez une API, a priori, vous avez quand même une certaine garantie que votre API va continuer à fonctionner un certain temps, ce qui n'est pas du tout le cas avec des sites web. Vous avez clairement des sites web qui génèrent volontairement du code source qui soit très difficile à web scraper. Tous les aspects juridiques, éthiques, etc. doivent être évidemment considérés dès le début. Ça ne sert à rien d'aller très loin dans un processus si à la fin vous vous rendez compte que vous ne pouvez rien en faire. Par ailleurs, collecter en soi n'est pas la finalité, il faut pouvoir exploiter les données et donc c'est aussi des questions qu'il faut pouvoir se poser dès le début. Alors le petit POC qu'on a fait finalement marchait relativement bien, donc c'est assez facile, en tout cas pour un secteur comme l'ORECA, qui est un secteur très visible. Vous avez évidemment pléthore de plateformes qui vous listent des restaurants, qui vous listent des cafés, qui vous listent ce genre de choses-là, donc c'est facile à collecter. Ça reste évidemment prouvé pour des secteurs qui sont un peu plus underground, dans lesquels il y a aussi pas mal de questions de fraude, de traite des êtres humains, etc., comme les nail shops, les car wash, etc. Donc ça, on n'a pas d'expérience là-dessus. Et d'un point de vue linking, finalement, on trouve que c'est quand même pas si mal que ça. On a pu, de 70 à 75% des commerces, les trouver de façon automatique dans la KBO, voilà, sans aucune intervention humaine. Donc voilà, on a quand même on peut faire des choses relativement efficaces alors que les données ne sont pas forcément de bonne qualité, on va dire. Voilà, je vous remercie pour votre attention.